C'est parti pour les interviews de l'IA avec autour de la table bien des acteurs qui font des choses dans ce domaine ou en opposition d'ailleurs. Vous allez voir, cette semaine autour de la table, nous avons Sébastien Broca, professeur en sciences de l'information et de la communication à l'université Paris 8, co-directeur du laboratoire SEMTI. Bonjour Sébastien. Bonjour. Vous êtes le signataire d'un manifeste pour l'enseignement supérieur et l'éducation nationale face à l'IA générative, l'objection de conscience. Vous nous direz pourquoi vous estimez que c'est important. Avec vous également autour de cette table, Roméo Bancel, bonjour. Bonjour. Cofondateur de Get in Touch. Vous allez tout nous expliquer sur comment l'IA transforme les stratégies commerciales des entreprises. Mais on commence avec Nadia. Bonjour Nadia Guérouaou. Vous êtes docteur en neurosciences, psychologue clinicienne. Vous êtes enseignante et conférencière en neuroéthique, éthique des systèmes d'IA et philosophie de l'innovation. Et l'autrice de Notre cerveau sous influence, comment les IA génératives modèlent nos émotions et façonnent nos sociétés. C'est paru chez Erol. Comment faites-vous le lien entre les émotions et l'intelligence artificielle ? Alors, en effet, je fais le lien et j'essaie de mettre un peu d'attention sur l'influence que les IA génératives peuvent avoir sur nos émotions. Parce que, contrairement à ce que l'on peut avoir tendance à penser dans la psychologie populaire, ou ce qu'on appelle la folk psychologie, en fait, les émotions ont un effet sur beaucoup de domaines de nos existences, que ce soit dans notre prise de décision, nos raisonnements, et même dans nos valeurs. Ce qu'on va juger être bon, juste. On sent très bien que ce sont des jugements pour lesquels les émotions ont leur mot à dire. Et pourtant, en fait, on parle énormément des effets des IA génératives sur notre mémoire ou sur le langage, mais très peu. Ou sur l'information, la désinformation. Exactement, même si ça, c'est très lié encore une fois aux émotions, mais on parle très peu, en fait, de leurs effets sur les émotions, et en particulier, on parle très peu de la délégation de nos capacités émotionnelles à ces technologies. Et pourtant... C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on délègue ? C'est quelque chose qu'on fait déjà. Si on réfléchit un petit peu à nos pratiques, en fait, quand vous demandez à votre LLM ou notre chatbot, votre chatbot préféré, je sais pas, ChatGPT ou Claude, de rédiger un mail ou un message pour un interlocuteur dans un ton particulier. Il y a beaucoup ce genre de demandes, notamment dans les échanges professionnels. Rédige un mail qui soit empathique, rédige un mail qui prenne en considération la sensibilité de mon interlocuteur. Eh bien, ce qu'on fait déjà de la délégation de nos émotions à ces technologies. Et un peu plus novateurs, des technologies qui sont au seuil de nos sociétés permettent littéralement de paramétrer l'expression de nos émotions, celles qu'on peut percevoir dans nos voix. Par exemple, là, je suis en train de parler, il y a peut-être des petites choses qui montrent, qui laissent entendre que peut-être je suis nerveuse. Donc, ce genre de choses, on peut désormais les paramétrer en temps réel avec, je pense, notamment une technologie qui est développée au Japon par un des géants des télécommunications qui s'appelle SoftBank et qui permet, dans le cadre des call centers, de gommer en temps réel la colère dans la voix des clients mécontents. Ah oui. Donc ça, c'est une technologie qui est au seuil de nos sociétés. On peut faire la même chose en Europe. Il y a d'autres startups qui permettent de créer des faux sourires dans la voix des téléopérateurs. Et tout ça avec cette idée que finalement, les émotions devraient être régulées, managées pour lisser les interactions, augmenter la productivité. Ça doit vous intéresser, ça, parce que pour augmenter sa stratégie commerciale, j'imagine que ça doit être redoutablement efficace. Oui, il y a beaucoup d'utilisations en ce moment, en plus d'IA de génération de voix. Je pense notamment à Eleven Lab. Oui. Et je savais qu'on pouvait générer des voix avec une tonalité spécifique. Je ne savais pas que c'était possible de les changer en temps réel. C'est assez effrayant d'une certaine manière. Alors, vous dites aussi, Nadia, que les filtres numériques qu'on utilise sur les réseaux sociaux, c'est pas juste des gadgets, c'est pas anodin. Oui, c'est ça. En fait, j'essaie, pour qu'on comprenne réellement ce qui se joue quand on fait ces délégations, quand on paramètre nos émotions ou d'autres capacités, d'ailleurs, avec ces IA génératives, ce qui se passe, c'est pas uniquement en déléguant, c'est pas uniquement une extériorisation. Souvent, on parle de ce qui se passe uniquement en termes d'extériorisation, mais ce qu'on oublie, c'est que quand je fais avec ces technologies, en réalité, je vais incorporer un peu de ces technologies. Et ça,
il y a plein d'études de psychologie expérimentale, de neurosciences qui nous montrent, on a des données en faveur de cette lecture des effets des IA génératives. Si vous voulez, je peux vous donner un exemple, par exemple. Alors, parce que comme il faut que tout le monde puisse avoir le temps de participer, je voulais qu'on avance un petit peu aussi sur la question des deepfakes qui était traitée aussi dans votre ouvrage. Vous dites que quand on mime, par exemple, notre sourire, ça a des conséquences profondes. Oui, voilà, c'est un exemple. Voilà. Alors, quelles conséquences profondes et peut-être préoccupantes vous avez envie de mettre en avant là? La conséquence, c'est qu'en fait, ces expressions artificielles de nous-mêmes, elles vont orienter la manière dont on se perçoit. Donc, il y a une expérience qui s'appelle une expérience avec le paradigme de vocal feedback qui montre que lorsque on transforme en temps réel la voix de participants, par exemple pour la rendre plus souriante, et que on équipe des participants de cette étude d'un casque et d'un micro, donc ils vont s'entendre en train de parler avec une voix qui est rendue plus souriante ou qui peut être rendue plus triste. Et bien, après cette lecture, avec la voix transformée, l'évaluation que les gens se font de leur propre état est elle est tout à fait en parallèle, en adéquation avec la transformation qui a été opérée. C'est-à-dire, si je transforme votre voix pour la rendre plus joyeuse, vous allez vous sentir vous-même plus joyeux. C'est pas mal pour le traitement, parce que je sais que vous travaillez sur les transformations de la voix dans les traitements post-traumatiques. Oui. Ça peut être un outil utile. C'était à la base ce genre de résultats qui m'ont amené à m'intéresser en tant que thérapeute à ces technologies. Mais il faut avoir en tête qu'il peut y avoir des problèmes éthiques au fait de transformer ainsi à la fois notre expressivité, mais aussi notre ressenti. Oui. Et vous pointez du doigt aussi la normalisation des émotions. Oui. En fait, dans les usages problématiques et les conséquences dont il faudrait un petit peu se questionner, sur lesquelles il faudrait se poser des questions, il y a ce que j'appelle la domestication de nos affects et la standardisation des émotions. Le type de sourire qui sont appliqués sur nos voix, c'est pas n'importe quel type de sourire. C'est un sourire qui est standardisé, c'est un sourire qui est encodé sur le modèle de l'esthétique dominante, qui est une esthétique américaine. Donc, on parle du design, du smile design, qui est la définition de ce qu'est un beau sourire. Il y a à la fois sa forme, mais aussi à quel moment le sourire est désirable. Il n'y a pas toutes les sociétés qui considèrent qu'il faut sourire particulièrement. Il y a des endroits dans le monde où c'est pas du tout quelque chose que l'on va plébisciter. Et il faut aussi savoir qu'il y a des populations pour lesquelles on pourrait avoir une injonction au sourire qui est plus forte. Je pense par exemple aux femmes. On sait très bien qu'on demande beaucoup plus aux femmes de faire attention à ce travail émotionnel, effectivement. Voilà. Bon, Sébastien, ça résonne en vous quand vous entendez ce type de questionnement? J'ai essayé d'être souriant déjà pour essayer de faire pièce à ce biais de genre bien connu. Oui, alors ça résonne en moi. C'est très intéressant. Et en même temps, donc moi, ce que je voulais apporter, et en lien avec le manifeste des collègues d'Atécopole que vous mentionniez, c'est peut-être d'essayer de dézoomer un peu sur la question des usages, parce que c'est vrai que toutes les discussions autour de l'IA sont souvent concentrées sur les usages, et c'est passionnant, on le voit bien. Et c'est le cas aussi à l'université, où en gros la réponse majoritaire qui est donnée aujourd'hui, c'est d'essayer d'accompagner ces usages des IA génératives par les étudiants, d'essayer de faire le tri entre les usages licites, les usages illicites, mettre en place des chartes de l'IA, etc. Bon, pourquoi pas, on pourra revenir là-dessus. Ce qui est intéressant, c'est quand même de voir aussi qu'est-ce qui se passe quand on dézoome et qu'on regarde ces systèmes, comment ils sont produits, qui est-ce qui les contrôle et quelles questions ils posent en amont même des usages. Ce que disait Nadia, donc c'est quand même un modèle occidental et même américain en fait. La question que je pose, c'est en amont effectivement des usages. Et là, en amont, alors moi, les questions qui m'intéressent et qui transparaissent dans le manifeste, c'est par exemple, qu'est-ce que ça pose comme question au niveau social? C'est que ces systèmes, ils exploitent du travail. Ils exploitent le travail des créateurs, des artistes dont les contenus sont utilisés pour entraîner les modèles. Ils exploitent le travail de celles et ceux qu'on appelle parfois les petites mains de l'IA, à savoir les personnes qui vont préparer, nettoyer les bases de données, ceux et celles qui vont aussi bêta-tester, par exemple, les chatbots, pour éviter qu'ils ne balancent des contenus sexistes, homophobes, racistes, etc. Ça, c'est souvent des travailleurs précaires, c'est du travail externalisé, c'est par exemple des gens au Kenya, chez des sous-traitants comme Sama. Voilà, donc il y a toutes ces questions sociales autour du travail, ça c'est une chose.
Il y a des questions environnementales également, qui sont très importantes, alors qui là arrivent beaucoup dans le débat public, parce qu'il faut bien se rendre compte aussi que derrière ces chatbots que nous utilisons toutes et tous ou presque aujourd'hui, il y a des infrastructures qui sont physiques et qui sont colossales. Alors qui sont colossales en termes de capital investi. Je voudrais juste, pour rappeler quelques chiffres, dire qu'en 2026, on estime que 4 acteurs, Google, Meta, Amazon, Microsoft, vont investir 600 milliards de dollars dans la construction de nouvelles infrastructures, de centres de données essentiellement, pour massivement utiliser pour l'IA générative. C'est considérable en termes de capital, mais c'est aussi considérable en termes de consommation énergétique, de consommation de métaux aussi, de consommation d'eau. Donc ça, c'est des enjeux qui sont très importants et qu'on perd un peu de vue lorsqu'on est concentré sur les usages. Et puis, il y a peut-être un dernier point que je voudrais mentionner, c'est la question politique. On sait aujourd'hui que les grands chatbots que nous utilisons toutes et tous, ChatGPT, Claude, d'Anthropic, ce sont des chatbots états-uniens liés à des entreprises de la tech, mais qui sont en fait toutes très liées au big tech. On sait que derrière OpenAI, il y a Microsoft. En France, on cite toujours le contre-exemple, Mistral. Oui, alors Mistral, oui, mais qui est très minoritaire, qui est utilisé dans les entreprises, mais dans les usages, par exemple, de mes étudiants et étudiantes. Je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup qui utilisent Mistral. Et par ailleurs, Mistral n'est pas une entreprise entièrement française parce qu'elle est financée par des capitaux américains. Elle est quand même française. Mais bon, en tout cas, si on revient aux acteurs dominants, pour l'instant, que sont par exemple OpenAI, ce sont des entreprises qui sont très liées au gouvernement américain, à l'administration Trump. Ce sont des technologies qui, et ça c'est explicitement dit par la Maison-Blanche aujourd'hui, ont une vocation de domination économique et militaire. C'est les deux. C'est assurer la domination des États-Unis, l'impérialisme états-unien, pourrait-on dire. Vous dénoncez dans le manifeste la techno-oligarchie. En fait, c'est un manifeste d'enseignants et de chercheurs qui mettent en avant la volonté d'être un objecteur de conscience face à l'intelligence artificielle. C'est une posture très politique, finalement, ce manifeste. C'est plus politique que ceux qui demandent une pause, un moratoire ou d'organiser des débats, des réflexions sur ce sujet. C'est plus radical, oui. C'est plus politique et c'est plus radical. Alors, je tiens aussi à préciser que je ne l'ai pas rédigé et je ne suis pas du tout en lien avec les gens qui l'ont rédigé. Après, je l'ai signé. Bon, d'ailleurs, avec quelques petites réticences sur lesquelles je pourrais revenir peut-être tout à l'heure. Mais je l'ai signé parce que ce qu'il faut voir aussi, et pour revenir à la question des universités, je disais, il y a un lien entre l'administration Trump et ses big tech. Il faut voir aussi que ce sont des gens qui détestent. Ça, c'est un de vos sujets de prédilection. C'est un de mes sujets. Mais si je reviens sur la question de l'université, ce sont des gens qui détestent l'université. Par exemple, l'entrepreneur Peter Thiel, dont il est souvent question en ce moment, Peter Thiel, depuis 2011, finance des bourses pour que les gens n'aillent plus à l'université, pour qu'ils quittent l'université. J.D. Vance, le vice-président de Donald Trump, en 2021, à la conférence des nationaux conservateurs, quel était le titre de sa communication ? The universities are the enemy. D'accord ? Donc ça, ce sont les gens qui contrôlent les outils que nous utilisons maintenant à l'université. Que vous enseignez aujourd'hui à l'université. Est-ce qu'il est possible de continuer à enseigner sans enseigner justement l'histoire des technologies et sans utiliser l'intelligence artificielle? Je vois Nadia qui réagit. Il faut vraiment mettre en avant ce que vous faites, c'est aussi l'idéologie qui est encodée dans ces systèmes et qui n'est même plus cachée. Si on pense à l'AI Action Plan du gouvernement américain, c'est littéralement explicite que certaines valeurs sont à privilégier dans les IA génératives qui sont utilisées par le gouvernement et d'autres à proscrire totalement, notamment des valeurs qui sont jugées trop woke. Et ces valeurs, elles ont un effet sur les usagers et sur les sociétés qui s'emparent de ces technologies. Ma question, c'était, est-ce que vous, en tant qu'enseignant, il y a une cohérence à dénoncer cela, mais sans plus finalement le dénoncer? Si vous êtes objecteur de conscience, vous ne travaillez plus avec, vous ne l'utilisez plus? Évidemment, là vous touchez un point qui évidemment est sensible et qui fait partie des choses qui m'ont interrogé quand je me suis demandé alors ce texte finalement je le signe ou pas, parce que évidemment le contre-argument, si je puis dire, c'est en fait, quelque part, c'est déjà trop tard. Ces usages, ils sont déjà largement installés chez nos étudiants et étudiantes, mais aussi chez nous-mêmes, enseignants-chercheurs. Est-ce qu'on peut véritablement se passer de ces outils ?
c'est compliqué. Est-ce qu'il ne faut pas aussi accompagner les étudiants et les étudiantes pour qu'ils les utilisent mieux ou moins mal? Oui. Ce sont des vraies questions. Mais pourquoi est-ce que moi j'ai quand même signé ce manifeste? Parce qu'il me semble que voilà, ça place quand même dans le débat public des questions qui sont importantes et que par ailleurs, il y a quelque chose qui est quand même très compliqué dans cette idée qu'on va pouvoir faire discriminer. Entre il y a des usages qui sont bien, qui sont licites, même parfois intéressants pédagogiquement, et puis il y a des usages qui sont mauvais. En fait, moi, ce distinguo, je peux le faire abstraitement. Je peux dire, si vous utilisez l'IA pour formater votre bibliographie, ça ne me pose pas de problème. Pour corriger les fautes d'orthographe, ça ne me pose pas de problème. Si c'est l'IA qui rédige votre devoir, évidemment, ça me pose un problème. Donc, abstraitement, on peut tous faire ce distinguo-là. Par contre, quand je me retrouve ensuite devant un devoir d'étudiant, est-ce que je peux réussir à dire qu'est-ce qui vient de lui ou d'elle? Est-ce qu'il a véritablement lu les textes dont il parle ou pas? La manière d'enseigner et qu'est-ce qu'on transmet. Mais le problème, c'est que ces outils, en fait, intrinsèquement, ils vous poussent. C'est très compliqué de les utiliser juste pour faire de la correction orthographique. Vous savez bien comment ça marche. Quand vous êtes face à un chatbot, vous allez avoir envie de lui demander plus que ça. Et moi, ils sont quand même assez limités aujourd'hui pour produire des bons devoirs. J'imagine que vous les voyez arriver, non? Ça, c'était vrai. Pour moi, ça, c'était vrai il y a 3 ans. Évidemment, quand ChatGPT est arrivé en 2022, 2023, ça produit des textes qui sont insipides, qui sont... OK. Maintenant, c'est plus compliqué. Maintenant, même à des niveaux master, des gens qui utilisent bien ces outils produisent, à mon avis, des devoirs qui sont assez convaincants. De toute façon, on ne va pas avoir le temps, parce que ça, c'est une autre question, c'est comment on enseigne à l'ère de l'IA, puisque de toute façon, les étudiants les utilisent. Ça, c'est un autre sujet. Mais je voulais vous faire réagir, parce que, Roméo, vous êtes le vendeur d'IA de la bande, là, aujourd'hui. Oui, un petit peu, oui. Comment vous réagissez quand vous entendez ces discours? Vous êtes plutôt dans le mode, au contraire, inciter les entreprises à prendre en main ces technologies, parce que ça va les aider à être plus performantes, à transformer leur discours commercial. À être plus efficace, à mieux les utiliser. Oui. La vision qu'ont beaucoup d'entreprises, malheureusement, aujourd'hui avec l'IA, c'est que c'est un moyen de remplacer, de réduire les équipes. Il y a plusieurs entreprises de la tech américaine qui se sont dit on va licencier la moitié des équipes parce que maintenant on a l'IA. Je pense que ça, c'est vraiment pas la bonne approche, qu'aujourd'hui, il faut plutôt garder la même qualité, la même quantité de production de contenu, mais vraiment augmenter la qualité de ce qu'on fait. Par contre, effectivement, sur les questions que vous posez, j'imagine que c'est plus au niveau de la data aussi que les questions se posent. Il y a énormément d'enjeux. L'exploitation des données. Exactement. Ouais. Aujourd'hui, une des choses que je mets beaucoup en avant, c'est que 2 personnes qui utilisent la même IA peuvent avoir des résultats radicalement différents selon comment elles l'utilisent, et qu'un enjeu très fort pour créer du meilleur contenu, c'est le contexte. Donc, par exemple, une des choses qu'on fait pour nos clients, c'est d'aider des dirigeants à prendre la parole sur LinkedIn, sur leurs enjeux. Et si vous demandez aujourd'hui à ChatGPT d'écrire un post LinkedIn, le résultat va souvent être nivelé par le bas et être très mauvais. Alors que si vous ajoutez énormément de contexte sur ce que fait le dirigeant, ce que fait l'entreprise, par exemple une interview, on essaie de faire des interviews de 2 heures avec chaque personne, et de le mettre comme contexte quand on va l'utiliser les IA, vous avez des résultats qui sont radicalement meilleurs. Mais effectivement, ça pose ensuite le problème de où vont toutes ces données qu'on fournit à l'IA pour travailler. Il faut bien choisir ses modèles. Exactement. Oui. Mais vous entendez aussi ces inquiétudes du côté des entreprises, inquiétudes là qui sont partagées en plateau? Beaucoup moins, honnêtement. L'inquiétude, c'est comment est-ce qu'on prend le pas sur les outils, on les utilise correctement, on devient plus productif, plus efficace. Beaucoup moins de... La recherche de l'efficacité prime avant tout. Oui, c'est compréhensible pour des entreprises. Est-ce que vous constatez des résultats? Parce qu'en fait, on dit souvent que les retours sur investissement ne sont pas là. Les études sont assez unanimes. Mais est-ce que vous constatez, peut-être pas un retour sur investissement économique, mais un retour sur investissement sur les stratégies qui sont mises en place par les entreprises? Non, moi je vois vraiment un retour sur investissement économique. Sur l'utilisation d'outils. Dans quel domaine? Sur la prospection commerciale, les capacités qu'ont les commerciaux maintenant avec les bons outils. Il y a 5 ans, un commercial il allait envoyer, mettons, 500 mails, tous les mêmes à 500 personnes. Aujourd'hui, on peut automatiquement faire des approches qui sont très personnalisées à chaque personne qu'on contacte, avec énormément de contexte. Je vous approche parce que vous êtes une entreprise de telle taille, de tel type, avoir des informations sur les dernières publications de l'entreprise. Et ça augmente drastiquement les taux de réponse de ces entreprises et donc le nombre de rendez-vous générés et ensuite le nombre de...
J'imagine que l'enseignant se dit, mais on n'aurait pas besoin d'une IA, on peut le faire nous-mêmes, ça, de mieux renseigner ses mails et de se renseigner sur les entreprises qu'on contacte, mais juste, ils n'ont pas le temps, en fait. Oui, c'est ça. Et même, Ouais. il y a eu une transition avant l'IA où on utilisait des outils d'automatisation avec des variables, simplement mathématiquement, de remplacer sans utiliser d'IA. Mais maintenant, ce que permet de faire l'IA, c'est vraiment avoir un contexte gigantesque et avoir une approche qui est vraiment unique pour chaque personne qu'on va aller Et est-ce que contacter. vous fixez des limites? Parce que ça pose la question quand même, effectivement, de à quel moment je trompe ou pas mon interlocuteur sur est-ce que derrière c'est une IA ou est-ce que c'est un humain? À qui je parle? À qui je parle finalement? Pour moi, la limite, c'est celle le travail d'un commercial, c'est aussi d'avoir un rapport humain avec la personne, de comprendre son besoin, de vraiment interagir avec elle pour lui apporter la meilleure solution possible. Dans le cadre de la prospection, envoyer des mails, aller chercher des gens, générer des pubs, pour moi, l'utilisation est correcte. Par contre, toute la partie suivante de accompagner la personne et les rendez-vous commerciaux, je sais qu'il y a des entreprises qui poussent des commerciaux IA ou vous rentrez dans un rendez-vous et vous parlez à un robot. Mais ça, je pense que la limite est là. Ok, donc chacun fixe ses limites là autour de la table. En fait, on est vraiment en découverte des impacts sociétaux et personnels même de cette technologie. En tout cas, la question de la confiance qu'on va poser assez facilement quand on parle de deepfake malveillant, je pense qu'il faudrait se la poser aussi pour des usages qui sont à la base développés pour être bienveillants, augmenter la productivité, parce qu'on a quand même des petites données qui montrent que des effets positifs de messages qui sont rédigés pour être avenants sur certaines interactions vont être modérés dès lors que les individus se rendent compte qu'en fait, ça a été généré par une IA. Donc, ce serait peut-être bien d'anticiper ce genre de questions de confiance si on réfléchit même en termes de productivité de l'usage de ces outils et de voir dans quelle mesure on peut rester dans des interactions qui permettent cette confiance et finalement que ça reste quand même une utilisation qui sert. Merci beaucoup à tous les trois. Je ne sais pas si j'ai réussi à vous mettre tous les trois en harmonie. En tout cas, c'était très intéressant de vous écouter. Nadia Guérouarou, je rappelle votre ouvrage « Notre cerveau sous influence » paru aux éditions Erol. Et je rappelle que vous êtes docteur en neurosciences et psychologue clinicienne. Roméo Bancel, donc cofondateur de Get in Touch, et Sébastien Broca, professeur en sciences de l'information et de la communication à Paris 8, et donc signataire de ce manifeste pour une objection de confiance face à l'IA. Merci à tous. On continue. Smart Tech ne s'arrête pas. On s'intéresse au monde du libre maintenant.